Ah, le PS peut-il être l'insoumis des insoumis, hein, je veux dire, est-ce qu'il peut, enfin... Nicolas, vous avez dit le PS peut-il conclure? Je vous le laissais, parce que ça, c'est Jean-Claude Duss. Donc, c'est vous aussi, effectivement, et pas seulement sur un malentendu, parce que là, il y a des raisons objectives pour qu'il se décide à conclure, hein, ça c'est clair. Hein. Je veux dire, d'abord, vous avez vu les sondages sur Emmanuel Macron, je veux dire, il est en train de descendre vers un enfer, hein, l'enfer qu'a connu François Hollande, il était à 18%, François Hollande était à 14%. Je veux dire, bon, donc, il faut qu'il fasse quelque chose pour essayer de rétablir la confiance avec les Français. Les socialistes ont des électeurs qui veulent, des électeurs sociaux-démocrates qui veulent une entente, et qui veulent rompre aussi pour certains d'entre eux avec Jean-Luc Mélenchon. Donc il est temps d'y aller. À entendre Olivier Faure, en tout cas, qui était l'invité de Bonjour la matinale de TF1, eh bien ça semble plutôt bien parti. Écoutez. La gauche du tout ou rien, c'est aujourd'hui la gauche du rien. Et moi, ce que je veux, c'est arracher les victoires, faire en sorte que la politique conduite depuis 7 ans puisse connaître une inflexion. On peut effectivement s'ébrouer chaque matin et s'agiter en expliquant qu'il faudrait que le président démissionne. Mais enfin, le président, il n'a pas démissionné. Tristan Banon, ça vous a fait sourire cette formule, la gauche du tout au rien? Non, ce qui me fait sourire, ce sont les fidélités successives de Monsieur Faure. C'est que quand je l'entends, je me demande combien de temps ça va durer en fait. Oui, là, il veut rompre avec LFI. Combien de temps va durer la rupture? J'ai l'impression que c'est quand même. Alors c'est souvent le cas des politiques, on est d'accord, mais c'est très 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 particulier quand même à Olivier Faure, c'est en fonction de son intérêt personnel immédiat. Donc là, on comprend bien que l'intérêt personnel immédiat, il est à marquer sa démarcation, à marquer la rupture. Et l'intérêt de ses combats, quand même, par exemple, justement, sur la réforme des retraites, François Bayrou pourrait basculer. Alors d'abord, ça n'est pas fait. Pas fait. Ensuite, l'intérêt de ses combats, il a su les ravaler et les mettre dans sa poche quand son intérêt personnel et l'intérêt des élections faisaient qu'il fallait les mettre dans sa poche. Donc moi, je me fie pas trop à l'intérêt des combats de Monsieur Faure, mais plutôt à son intérêt personnel immédiat. Et je constate que c'est plutôt une bonne chose si son intérêt personnel immédiat le pousse à effectuer une rupture avec la France insoumise qui, selon moi en tout cas, a été un rapprochement mortifère pour les socialistes. Alors mardi, il va y avoir ce discours de politique générale. François Bayrou, justement, pourrait avancer un peu sur le dossier des retraites. Jusqu'où peut-il lâcher sans perdre le soutien de la droite? Est-ce que vous pensez qu'il peut descendre justement à 63 ans, Maxime Yadot? Il peut. Je pense que de toute façon, dans cette option, je crois que François Bayrou est en train de comprendre qu'en effet, il va devoir faire avec une partie du PS qui amène en effet à quelques concessions pour poursuivre le raisonnement de Tristan à l'instant. L'ami Jean-Luc Manot sur ce plateau, il n'y a pas très longtemps, avait lâché une expression concernant Olivier Faure en disant que c'était le plus grand prisonnier politique de notre pays. Je pense que c'est assez juste et en plus, comme la formule lui a déplu, je la répète avec beaucoup de malice. Et ensuite, il y a quand même, en effet, vous vous rappelez le discours de politique générale, il y a la nécessité tout simplement de comprendre François Bayrou. Parce que moi, depuis qu'il est à Matignon, je ne comprends rien. Et Dieu sait que pourtant que je fais des efforts et que j'y passe du temps. Vous n'y voyez pas plus clair sur sa politique, justement? Alors, ni sur la politique, ni sur ce qu'il veut, ni sur ce qu'il dit, sur la réforme des retraites. Alors, la reprendre sans la suspendre, je ne sais pas. Et surtout, quand je vois à quel point, non seulement à gauche, mais au sein des socialistes et au sein de toute cette frange étrange qu'on appelle encore la gauche dans ce pays, le simple thème de la retraite ne met pas tout le monde d'accord. C'est-à-dire que vous avez d'un côté Olivier Faure qui dit la gauche du tout ou rien, c'est pas celle du rien d'ailleurs, formule que je n'ai toujours pas comprise. Ensuite, vous avez Jérôme Guedj qui parle de réforme à points, potentiellement d'aller vers cela. Il y a Sandrine Rousseau tout d'un coup qui parle des libéraux du PS. Alors moi, si vous avez vu des libéraux au Parti socialiste, là aussi, je veux bien qu'on m'oriente parce que j'ai dû louper quelques épisodes dans la série de la gauche récemment. Et en plus, il y a en effet, bien sûr, tout un agenda de la gauche avec Olivier Faure, le congrès du Parti socialiste, la succession qui s'annonce, si vous voulez, qui vient brouiller tout un tas de messages. Et je ne pense pas, parce que... vous êtes injuste quand même sur Bayrou, parce qu'il y a quand même une ligne depuis toujours, hein, qui est de réaliser l'union avec le Parti socialiste. Je veux dire, c'était ses votes il s'est abstenu en faveur de François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Ensuite, il a voté pour François Hollande. Et donc maintenant, il réussit. Il s'est prononcé pour Emmanuel Macron pour transcender justement les clivages. Enfin, il a une opportunité de le faire. Je veux dire, là, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de logique. Non, mais c'est là où je respecte l'animal politique que vous êtes, parce que pour moi, quelqu'un qui est capable de passer de Nicolas Sarkozy à François Hollande, tout en embrassant Emmanuel Macron, en arrivant à Matignon, et par exemple, au hasard, parler de polémiques concernant le passé politique de Jean-Marie Le Pen, en effet, mais sans doute est-ce un manque, on va dire, de vision de ma part, j'ai du mal à y voir ça s'appelle un centriste, Maxime Yadot. Moi, je ne suis pas un animal politique, je peux vous le dire. Non, ça
ça s'appelle pas. Non, mais un centriste, si vous voulez, surtout que je trouve que si on essaye de faire le bilan, mais c'est peut-être une fois de plus vraiment une grande preuve d'injustice de ma part, avec le nombre d'années de François Bayrou passées, notamment dans les affres du pouvoir, il me semble qu'on n'en a pas gardé grand-chose. Et une fois de plus, venant de quelqu'un qui, je crois, depuis à peu près 40 ans, non seulement vit des deniers publics et explique à chaque dirigeant qu'il a potentiellement soutenu, mais absence de poste conséquent, lui réexplique par médias interposés généralement comment il aurait dû gouverner. Je trouve que depuis qu'il est au pouvoir, en effet, on assiste quand même à 2-3 virages qui sont assez mal contrôlés. Bon, on verra en tout cas mardi, pendant le discours de politique générale, si vous y voyez plus clair. Enfin, à 14h30 aujourd'hui, eh bien, c'est Jean-Marie Le Pen qui doit être inhumé à la Trinité-sur-Mer, dans la stricte intimité familiale. Obsèques qui auront lieu dans la petite église Saint-Joseph, où quelques 200 personnes pourront assister. Nicolas, les enterrements, c'est souvent l'occasion de retrouver sa famille. Et chez les Le Pen, eh bien, on ne peut pas dire vraiment que l'heure soit à l'unité familiale. Écoutez, respect pour le deuil, pour une famille qui effectivement se retrouve quand même dans une église pour communier ensemble. Momentanément, parce que c'est une famille politique qui s'est toujours affrontée. Je veux dire, son histoire est jalonnée de conflits tragicomiques, puisque depuis le divorce avec Pierrette Le Pen, qui avait figuré en soubrette dévêtue en une de Playboy, jusqu'aux trahisons multiples, trahison de la fille aînée, trahison de Marine Le Pen envers son père. Donc, demain, est-ce que ce ne sera pas aussi des trahisons Trahisons parce que vous avez Marion Maréchal Le Pen, et contre Bardella et réciproquement pour l'avenir. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est l'heure du rassemblement. Mais pour combien de temps ? Et il faut revoir justement le tweet qu'a fait Marion Maréchal Le Pen. Dadi, ne t'inquiète pas, la mission que tu m'as confiée il y a 13 ans avec ta lettre, je ne l'ai pas obligée. Je ne suis pas la seule. On va voir justement qui veut être l'héritier des idées de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que, en tout cas, on a l'impression que Marine Le Pen tourne la page. Est-ce que finalement, la mort de Jean-Marie Le Pen signe, Tristan, la dernière étape de ce qu'on a appelé la dédiabolisation du Rassemblement national, selon vous ? Est-ce que ça ne changera rien ? Finalement, la marque Le Pen demeurera. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont compter là-dedans, à commencer déjà par la décision du tribunal le 31 mars qui arrive au sujet du procès de Marine Le Pen. Mais l'erreur serait surtout de croire que les idées antisémites et d'extrême droite du Front National devenu Rassemblement National meurt avec Jean-Marie Le Pen. Il faut pas oublier. J'étais un peu surprise de voir qu'on enterrait tout ça avec lui. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore dans les instances du Rassemblement National des anciens Gudards, que Marine Le Pen n'a jamais voulu les exclure, que si Marine Le Pen n'est pas, elle, comptable de propos antisémites, il y en a eu énormément autour d'elle et qu'elle ne fait pas le ménage de ça. Donc ces idées, elles demeurent. Donc on enterre Jean-Marie Le Pen, on enterre un porteur, on enterre une impulsion de départ. On n'enterre pas les idées qu'il a portées. Et pourtant, si je puis me permettre, il y a eu un sondage très intéressant hier dans Le Figaro qui rappelait que 7 Français sur 10 ont une image négative de Jean-Marie Le Pen. Et quand on leur demande finalement quelle est la personne la plus proche des idées de Jean-Marie Le Pen, ils ne répondent pas Marine Le Pen, ils répondent Éric Zemmour. Donc est-ce que les Français n'ont pas coupé le cordon quelque part depuis longtemps entre Marine Le Pen et Jean-Marie ? Ça prouve que sa stratégie de communication porte ses fruits. Que Marine Le Pen soit une bête de com, on le sait, ça n'a rien de nouveau, mais la vraie question c'est est-ce que ces propos de communication sont autre chose qu'une volonté d'élargir le champ des possibles en termes d'électorat. Pour un jour être élue présidente de la République, puisque c'est son objectif, il faut convaincre plus de la moitié des Français. C'est comme ça, c'est la règle. Donc en gardant des propos très radicaux qui étaient ceux de son père, qui lui n'a jamais voulu être président de la République, elle se coupe cette possibilité. Mais il faut regarder ce qui se passe effectivement dans le parti. Il y a la façade, il y a les propos, il y a la stratégie de la cravate et il y a ce qui se passe réellement au sein des instances du parti. Et là, c'est beaucoup moins joli. Mais c'est une stratégie de communication qui ne porte que partiellement ses fruits, parce qu'il y a un chiffre, moi, qui m'a quand même étonné, alors qu'elle n'a jamais eu une phrase antisémite, dire 41% des Français pensent qu'elle est antisémite encore. C'est-à-dire que la marque, son entourage fondatrice parle pour elle. du parti... Son entourage parle pour elle, et les propos et les actions de son entourage parlent pour elle. Souvenons-nous que dans la campagne des législatives, on a quand même eu des candidats qui avaient une casquette de la Waffen-SS.
Merci Nicolas Debenag de Merci nous à vous, avoir accompagnés pendant plaisir. cette première partie de l'émission. Tristan, Maxime, Guillaume, restez avec nous. Dans quelques instants, nous serons en direct de Los Angeles, ravagé par les flammes, par des ouragans de feu. Joe Biden déplore des scènes de guerre, 11 morts, 10 000 bâtiments détruits, 180 000 évacuations, alors que la planète se réchauffe. Sommes-nous à l'ère des méga-feux? On va recevoir François Gémen dans une petite minute, qui est membre du GIEC. A tout de suite. « 10h38 sur LCI, toujours en compagnie de la bande du temps de l'info, Tristan Bannon, Guillaume Audat, Maxime Yeddo. Dans une petite demi-heure, l'appétit vient en gagnant et Donald Trump semble avoir plutôt faim. En une semaine, en une seule conférence de presse, il menace d'annexer le Canada, le Groenland, le canal de Panama. Coup de bluff ou folie des grandeurs impérialistes. On jauge le niveau de menace tout à l'heure à 11h avec nos meilleurs experts. Mais tout de suite, regardez ces images. Los Angeles ravagé par des ouragans de feu. 6 foyers sont toujours actifs ce matin. 11 morts sont à déplorer, 10 000 bâtiments détruits et des scènes d'apocalypse. Des scènes d'apocalypse qu'on peut entendre. On entend l'ampleur du vent. Une zone entière résidentielle a été rayée de la carte. Hier, un couvre-feu a été instauré par le shérif sur place qui compare cet épisode aux heures les plus sombres de l'histoire. On va l'écouter. On dirait qu'on a largué une bombe atomique. La question c'est, est-ce que le feu va grossir? Je prie pour que ça ne soit pas le cas. François Gémen, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité d'LCI. Vous êtes professeur à HEC, président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme et auteur du 6e rapport du GIEC, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors des incendies ravageurs en plein hiver à Los Angeles. Est-ce que cette ville sera bientôt inhabitable, Los Angeles? Ce sont les assureurs qui vont le décider. Déjà avant les incendies, on sait que plusieurs grosses compagnies d'assurance, notamment State Farm, avaient décidé de ne plus assurer de nouvelles maisons à Los Angeles, notamment en raison du risque accru d'incendie. Ici, on est sur une facture qui va atteindre à minima les 55 milliards de dollars. 55 milliards de dollars de dégâts. Le dernier gros incendie en Californie, Camp Fire, en 2018, c'est 12 milliards de dollars. Donc ici, on est à mon avis sur une facture qui va au moins décupler. Et la grosse question, c'est est-ce que les assureurs vont accepter d'assurer à nouveau des logements en Californie et à quel prix, avec un gros risque de ségrégation sociale? On imagine que les stars, dont la villa est sûrement bien assurée, pourront faire reconstruire leur villa, mais je pense surtout aux habitants des quartiers populaires de classe moyenne d'Altadena, par exemple, qui est un quartier essentiellement afro-américain, avec des classes relativement populaires. Là, je doute sincèrement que les habitants d'abord, aient des polices d'assurance qui les couvrent aussi bien et surtout puissent payer les primes d'assurance qui permettront de reconstruire. Et donc, il va sans doute y avoir un changement démographique aussi dans la région de Los Angeles et ça va beaucoup dépendre de l'attitude des assureurs et de potentiellement ce que fera le gouvernement vis-à-vis des assureurs. Mais ce que vous laissez sous-entendre, c'est donc que cet épisode n'est pas exceptionnel et qu'il va y avoir à l'avenir de plus en plus de méga-feux comme celui-là. Ah, bien sûr, ça c'est un des grands effets du changement climatique. On sait que le risque d'incendie va être de plus en plus accru. Ça veut dire des incendies à la fois plus fréquents et plus violents. Alors justement, Joe Biden, depuis son bureau, regarde toutes ces images. Il n'a pas fait le déplacement, mais regardez comment il parle de cet épisode à Los Angeles. Cela m'a fait penser à une scène de guerre, avec des bombardements, où l'artillerie fait exploser des cibles sans aucune raison. Vous avez ce feu qui s'emballe, qui brûle tout, et 3 maisons qui vont bien. Des scènes de guerre et effectivement, certains quartiers ont été rasés. On assiste vraiment à l'apocalypse à Los Angeles, c'est le cas de le dire. C'est curieux qu'on compare sans cesse ces incendies à des scènes de guerre comme si nous étions plus habitués aux guerres qu'aux incendies. Je pense qu'à l'avenir, on risque de comparer les scènes de guerre à des scènes d'incendie plutôt. Alors justement, Copernicus, le système européen d'observation du climat, a publié hier son bilan annuel. L'année 2024 est la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial. La température moyenne a été dépassée de 1,5 degré. Est-ce qu'on arrive là à un point de non-retour pour sauver la planète ?
Non, il n'y a jamais véritablement de point de non-retour, simplement parce qu'on est face à un problème graduel, donc pas un problème binaire, c'est pas blanc ou noir, gagné ou perdu, c'est un problème graduel où chaque dixième de degré va faire une énorme différence, notamment dans le risque d'événements extrêmes, dans le risque d'incendie, d'inondation, d'ouragan, donc c'est jamais complètement perdu. Cela étant, évidemment, chaque dixième de degré supplémentaire nous expose à des risques et à des impacts plus importants. Lesquels, justement, donnez-nous des exemples, parce qu'on a l'impression qu'il y a des catastrophes climatiques partout sur la planète. Exactement. Il y a des catastrophes climatiques partout et tout le temps, et plus la température moyenne mondiale s'élève, plus ce risque est accru. Et donc on parle d'incendie, on parle évidemment d'ouragans, on parle aussi d'inondations, et puis il y a toute une série d'impacts plus lents, plus progressifs, la hausse du niveau des mers, des impacts sur la santé publique, des impacts sur la productivité des travailleurs, sur des chaînes de production, sur l'agriculture. C'est tous les aspects de l'économie et de la vie en société qui vont être complètement transformés. Donc il y a une nécessité d'adaptation très forte. François Gémen, on a vu des images là qui sont assez éloquentes de Joe Biden, donc en fin de mandat, qui constate, qui commente la catastrophe, ce qui renvoie peut-être en miroir aussi à une forme d'impuissance absolue. Dans 9 jours, Donald Trump arrive aux affaires à la Maison-Blanche. Est-ce que vous avez des motifs d'inquiétude à cet endroit-là, sortie de l'accord de Paris, réchauffement climatique accéléré? Je pense que seuls les climato-sceptiques n'ont pas de motif d'inquiétude avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et il est certain qu'il y a à la fois une inquiétude en ce qui concerne le niveau d'émissions des États-Unis qui pourrait repartir à la hausse après avoir connu plusieurs années consécutives de baisse. Et ça dépendra évidemment de ce qu'il va faire en termes de législation environnementale, en termes de subventions et en termes de forage. Et puis l'autre inquiétude, c'est évidemment sur le volet international, avec d'une part un risque accru de sortie de l'accord de Paris, avec le risque d'un effet domino, que d'autres régimes populistes suivent à leur tour. Et l'autre risque, c'est évidemment que les pays refusent de revoir à la hausse leurs engagements, parce qu'on pressent déjà que les États-Unis ne s'engageront pas davantage. Or, on était une année cruciale, 10 ans après l'accord de Paris, et l'accord de Paris prévoit que tous les 5 ans, les pays doivent revoir à la hausse leurs engagements. Donc une sorte d'effet de cliquet. Ils les ont revus à la hausse, effectivement, 5 ans après. Là, on arrive aux 10 ans et beaucoup de pays risquent de dire, écoutez, moi, je ne revois pas à la hausse mes engagements si les États-Unis ne font pas pareil. Mais comment est-ce que vous expliquez, malgré ces images de flammes, justement, malgré ce cyclone à Mayotte, malgré ces inondations, que le discours écologiste n'imprime pas, justement? Quelle est votre part, si je puis dire, de responsabilité? Nous sommes très naïfs. C'est-à-dire que nous imaginons que plus il va y avoir de catastrophes, plus nous allons être témoins, victimes de ces catastrophes, plus nous allons nous engager pour lutter contre le changement climatique qui est à l'origine de ces catastrophes. Or, toutes les études montrent que le niveau d'exposition à la catastrophe ne nous rend pas plus enclins à agir. Et d'ailleurs, souvent, le discours sur le changement climatique est complètement inaudible pour les victimes de la catastrophe. D'abord parce que c'est en quelque sorte comme si on les rendait responsables de leur propre malheur. Et d'autre part parce que les victimes des catastrophes ont besoin de coupables. C'est ça qui explique déjà les polémiques sur l'accès à l'eau, les bouches à incendie. On va tout de suite partir dans de la polémique politicienne parce qu'on a besoin de pouvoir désigner les coupables d'une catastrophe. Et le changement climatique, ça ne peut pas être un coupable acceptable pour les victimes. Donc arrêtons de compter sur les catastrophes pour dire ce sont les catastrophes qui vont déclencher l'action climatique. Certainement pas, et d'une certaine manière, heureusement. Mais sans... Allez-y. Preuve de cette naïveté, c'est que quelques semaines avant le début de ces incendies, et alors qu'il n'y avait pas eu de pluie à Los Angeles depuis des semaines et des semaines, décision a été prise de diminuer le budget des pompiers, je crois de 17 millions de dollars, ce qui semble être une folie quand on voit le résultat maintenant. Je voulais juste rebondir sur une chose que vous aviez dite tout à l'heure, parce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des paroles de Demeurer, je ne peux pas le dire autrement, de Demeurer plus ou moins connu, mais Demeurer quand même, disant que puisque c'était des maisons et des habitations de gens riches,